Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous poursuivons en fait et terminons notre petite série de 2 vidéos sur la question fondamentale du processus d'élaboration-symbolisation à travers l'acte de créer. Alors dans cette seconde et dernière vidéo, en fait on va plus particulièrement aborder la notion de symbolisation et en fait l'importance fondamentale d'entrer dans un processus de symbolisation par l'expression créatrice. Alors, on verra également comment, en fait, les thérapies par l'art, et l'art-thérapie en particulier, sont avant tout des playing thérapies créatives, on pourrait dire, qui permettent justement de symboliser. Alors, au sommaire de cette seconde vidéo, on va démarrer par aux sources du symbole. Ensuite, on va voir le symbolique, l'imaginaire et le réel. Ensuite, nous verrons les fonctions du symbole. Puis l'art-thérapie, une playing thérapie créative, comme j'en parlais juste avant, pour symboliser. Enfin, on finira par l'art-thérapie pour élaborer et symboliser un vécu traumatique. Alors en fait, on a vu dans la première vidéo, consacrée donc au processus d'élaboration-symbolisation, que le travail d'élaboration psychique peut être entendu comme l'aptitude en fait d'une personne à mettre en forme ses idées, ses pensées, ses affects, ses émotions, ses conflits psychiques, ses refoulements, ainsi en fait que le sens qu'elle donne aux événements qu'il vit. Nous avons vu aussi que de manière générale, le processus d'élaboration va passer par une capacité en fait à jouer et à créer des liens entre les différentes représentations, ce qui va aboutir à un processus de symbolisation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il n'y a pas de symbolisation, il n'y a pas élaboration. En effet, sans symbolisation, les affects, les désirs, les conflits psychiques ou les pertes de l'objet perdu ne sont pas réellement traduits sur le plan mental, ce qui signifie une incapacité à transformer les expériences vécues de l'intérieur en représentation. En d'autres termes, sans symbolisation, il n'y a pas d'élaboration possible. Pour cette raison, on va donc voir ce qu'on entend par symbolisation, ce qu'on entend par le processus de symbolisation, et ce que permet justement le processus de symbolisation. Alors, aux sources du symbole. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les symboles, de manière générale, remontent en fait aux origines de l'homme, qu'on en retrouve sur les parois des grottes notamment, dans des récits mythiques, dans des grands textes sacrés, et que le symbole, en fait, est porteur de fonctions essentielles. Alors, si on remonte sur le plan historique, selon Aristote, par exemple, le symbole est, selon lui, un mode d'expression, et il a toujours existé. En d'autres termes, il serait donc inséparable de l'homme, qui en a toujours eu besoin, pour essayer, en fait, d'interpréter son existence et celle de l'univers. Et que, sans les symboles, en fait, l'être humain se coupe du monde et se retrouve rapidement désorienté. Ce qu'on veut dire donc, c'est que, également, c'est que dans toutes les grandes religions, monothéistes et polythéistes, on va retrouver des symboles et que toutes les religions, d'une certaine façon, ont élaboré, en fait, un univers de symboles et de mythes pour réintroduire du sens. Que le symbole est donc un marqueur de l'histoire de l'homme qui lui permet de se transcender, et que dans ce sens, il est donc directement lié, le symbole est donc directement lié à une forme de spiritualité. Alors, si on revient sur le plan étymologique, le mot symbole, en fait, vient du grec symbolon, à savoir un objet coupé en deux, une pièce d'argile, en l'occurrence, dont chaque personne conservait une moitié en guise de preuve des relations contractées entre elles. Et qu'à la base, en fait, le symbole est donc un signe de reconnaissance, une pièce, en fait, justificative entre deux personnes ou entre un groupe de personnes. Alors si on remonte un peu le temps, au XVIe siècle, François Rabelais, le désigne lui comme un fait naturel ou même un objet qui évoque par sa forme ou sa nature une association d'idées, quelque chose d'abstrait ou d'absent. Et que par extension, symboliser en fait va signifier mettre ensemble, joindre, comparer, échanger, se rencontrer ou même encore expliquer et surtout mettre en forme. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les arts, les symboles ont été et sont évidemment encore aujourd'hui omniprésents. Dans la poésie, le symbole permet de mettre en image le sensible et de parler au sens. Et grâce au symbole, en fait, les poètes vont ainsi, on va dire, délaisser le monde apparent et par là même passer en fait de l'autre côté du miroir. Les musiciens également, mais aussi les peintres, les sculpteurs. Et en fait, à la fin du 19e siècle, il y aura ce que le mouvement des symbolistes, c'est ce que les symbolistes d'ailleurs vont faire en fait en allant chercher la vérité qui se cache derrière les apparences.
Alors le symbolique, l'imaginaire et le réel. En fait, dans la théorie freudienne, la symbolique est l'ensemble des symboles que l'on retrouve dans certaines productions de l'inconscient telles que les rêves et les fantasmes. Et dans l'interprétation des rêves, Freud, en fait, estime qu'il n'y a pas de symbolique avec un sens préétabli, mais en fait plutôt une signification qui se développe et s'enrichit à partir du travail analytique et des associations qui sont faites en fait avec les différents éléments du rêve. Alors ce qu'on veut dire, c'est que dans la continuité des travaux de Freud, Lacan va juger inséparable ce qu'il appelle le symbolique, l'imaginaire et le réel. En d'autres termes, selon Lacan, on ne peut penser le symbolique que dans ses rapports avec le réel et l'imaginaire. Alors voyons ce qu'il entend par le réel, le symbolique et l'imaginaire. En fait, pour Lacan, le réel est quelque chose que le sujet expulse de sa conscience, car il est souvent trop douloureux, voire dangereux. En d'autres termes, le réel est refoulé et on ne peut pas le symboliser. Le symbolique, pour Lacan, est une fonction, elle, qui embrasse toute l'activité humaine et qui comporte en fait une part consciente et une part inconsciente. Et que le symbolique est donc, selon lui, attaché à la fonction du langage, ce qui fait de nous d'ailleurs des êtres de langage, à savoir que chacun utilise des sons et des mots, on retrouve les questions de signifiant, de signifié, et donc des sons et des mots qui symbolisent quelque chose. Et ce symbolique est, selon Lacan, ce qui manque au sujet, ce qui lui fait défaut, et c'est ce qui lui permet de désirer, et également d'avoir des projets. Enfin, il y a l'imaginaire, qui selon Lacan est toujours présent dans la relation à l'autre, et c'est en fait ce que nous projetons sur l'autre en fonction, parce que c'est ce qu'on projette sur l'autre en fait en fonction de notre propre histoire. Donc selon Lacan, en fait, la symbolisation serait donc un équilibre entre ce que l'on ne veut pas connaître en fait, ce que l'on pense, que l'on croit, et ce qu'en fait l'on projette sur les autres. Et en fait, pour attacher ça, Lacan va employer le terme de symptôme qui permet en fait de maintenir l'équilibre entre le réel, le symbolique et l'imaginaire en cas de défaillance de l'un d'entre eux. Et dans ce sens, ce qu'on peut dire, c'est que le cadre, par exemple, thérapeutique proposé dans le champ des thérapies par l'art, peut justement jouer en partie ce rôle de symptôme. Sur un autre plan, sur la question des symboles, à travers les concepts, on pourrait dire d'image primordiale, mais aussi d'archétype, est au cœur de la psychologie analytique de Jung. Et selon lui, en revanche, le symbole n'est pas un signe en tant que tel. Selon Jung, il est plutôt vécu dans son intériorité par chacun de nous, et le symbole est alors une expérience personnelle de surgissement de sens dans la conscience. Il n'existe donc on pourrait dire que sur un plan subjectif. Jung va également mettre en avant en fait, la question des symboles collectifs, émanation des rêves et de l'imagination créatrice, alors lui des peuples dits primitifs, qui sont pour lui en fait des manifestations spontanées et non délibérées. Et dans ce sens, ce qu'on peut dire, c'est que la vision symboliste de Jung prend une dimension mythologique. Alors les fonctions du symbole. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ des thérapies par l'art en général, et dans celui donc des art-thérapies en particulier, le processus de symbolisation qui passe par le processus de métaphorisation est fondamental, car le symbole, en fait, est porteur de fonctions essentielles. Alors là, on va les reprendre une par une, rapidement. Déjà, le symbole porte une fonction, ce qu'on appelle sémiotique, à savoir c'est un signe qui donne du sens, donc il signifie. Et pour reprendre les termes de Jung, et là je le cite, il dit « Le signe est toujours moins que le concept qu'il représente, alors que le symbole renvoie toujours à un contenu plus vaste que son sens immédiat et évident. » Fin de la citation de Jung. Le symbole a également une fonction révélatrice, à savoir que le symbole traduit d'une certaine façon l'intraduisible, qu'il rend visible et sensible des réalités invisibles, on pourrait dire et ou indicibles. Le symbole a également une fonction réunificatrice, à savoir que le symbole est un lien entre les hommes, qu'il constitue en fait un moyen de se reconnaître, et il signale une appartenance. Là on retrouve l'origine étymologique symbolon. En fait, le symbole en fait rassemble et porte en lui un caractère donc social. Il a enfin également une fonction cathartique et transformatrice, à savoir qu'un symbole peut faire réagir, un symbole peut faire susciter des idées, des pensées, des émotions, qu'un symbole ouvre donc la voie à l'interprétation, à l'échange, à l'enrichissement et à la transformation.
Enfin, il a, pour finir, une fonction subjective, à savoir que si le symbole est un signe de reconnaissance entre les personnes, il est aussi un révélateur de sa propre identité. Autrement dit, le symbole donne à voir et aide à mieux connaître son moi. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en séance de thérapie par l'art, lorsqu'une personne en fait accompagnée entre dans un processus de symbolisation, cela va signifier en fait qu'elle cherche, consciemment ou inconsciemment, à communiquer avec les autres. C'est donc un signe manifeste d'un désir d'échanger et de recréer des liens en fait intra, donc avec soi-même, et inter-subjectifs avec les autres. C'est aussi enfin un signe évident de subjectivation. Ce qu'on peut dire, c'est que dans sa pratique, il est donc fondamental que le thérapeute crée les conditions nécessaires, on va dire, et suffisantes pour favoriser chez les personnes accompagnées des ouvertures métaphoriques susceptibles justement de leur permettre d'entrer dans un processus de symbolisation. Alors l'art-thérapie, une playing thérapie créative pour symboliser. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, l'art-thérapie, les arts-thérapies, par la médiation artistique et par le processus de création, en fait, ont pour objectif premier de faire exprimer le plus possible les conflits, on va dire, psychiques des personnes, des patients, en vue pour ces patients, de les représenter, de représenter ces conflits, de les élaborer et de les symboliser afin de pouvoir ensuite engager un travail de transformation. Ce qu'on peut dire de manière un peu plus précise, c'est que les arts-thérapies se sont construites en fait à partir de concepts qui s'articulent et qui interagissent entre eux pour précisément faciliter le processus d'élaboration-symbolisation. Alors, ces fameux concepts, c'est quoi? C'est le jeu. Le jeu est thérapeutique par essence. On sait, il est une forme essentielle de vie. Là, je renvoie à la vidéo qu'on a faite sur le jeu, aux travaux de Vallon, aux travaux de Piaget, qu'on montrait notamment que le jeu était vraiment un espace de symbolisation par excellence, et en fait qu'il permettait, par exemple à l'enfant, d'exprimer ses pulsions, d'échanger ses tensions, et surtout d'affirmer ses désirs. Mais dire aussi que par l'entremise de la médiation artistique et du processus de création, le jeu, en fait, et l'esprit du jeu sont omniprésents dans le champ des arts-thérapies. Et là, si on s'appuie sur les travaux de Winnicott, là je vous renvoie aussi aux 2 vidéos qu'on a faites sur lui, le jeu contribue à façonner l'identité et la subjectivation. Considérant que Winnicott va plus loin encore, puisqu'il établit un lien très fort entre le jeu et la créativité, et qu'il met en fait à jour l'équation fondamentale qui nous intéresse particulièrement dans la discipline art thérapeutique, à savoir que pour qu'il y ait de la créativité, il faut qu'il y ait du plaisir, et pour qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait du jeu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que plus précisément encore, Winnicott va privilégier le playing, à savoir le jeu libre, créatif, contrairement au game, à savoir donc le playing, une expérience dynamique au cours de laquelle les pulsions les plus diverses peuvent se manifester et rendre ce qu'il appelait le jeu justement effrayant. Or, dans l'acte de créer, on retrouve précisément cet esprit du playing, de ce jeu libre, ce qui facilite l'élaboration et donc la symbolisation. Autre concept dans les arts-thérapies qui favorise l'élaboration-symbolisation, c'est évidemment la créativité et le processus de création. Autre objet donc transitionnel selon Winnicott. La créativité a une fonction vitale puisqu'elle reconfigure les images internes qui prennent forme dans le monde extérieur lors de l'acte créatif. Là, je vous renvoie aux vidéos sur la créativité. Et que de manière générale, si les arts-thérapies peuvent être considérées à juste titre comme des thérapies de la transformation, elles le doivent à l'art car on va dire la loi du travail artistique est par définition une loi de transformation. Et que, en stimulant l'imaginaire, ce qui permet de rendre plus supportable la réalité, le processus de création permet d'établir donc un pont entre la réalité interne et la réalité externe, et que donc il permet d'exprimer l'inexprimable, et partant de cet état de crise ou de chaos, donne la possibilité de poser les bases pour une reconstruction et une transformation, considérant que toujours pareil, que la destruction est un préalable à la reconstruction et à la transformation. Autre concept, évidemment, au cœur des arts-thérapies et qui permettent le processus d'élaboration-symbolisation, évidemment, la matière artistique. Et que là, évidemment, on peut dire que c'est la matière, on va dire, occupe même la place centrale,
puisqu'elle est indispensable au processus de création, mais aussi d'élaboration et de symbolisation. Et que la matière, rappelons-le, est une matière transférentielle, puisqu'elle va mobiliser tous les sens de la personne accompagnée et devenir un objet de dialogue. Et que par rapport au sens, on peut dire aux perceptions, aux émotions, aux affects, aux désirs, et par extension, ce transfert sur la matière pourra déboucher sur des transferts autres en dehors de l'atelier, par exemple, d'art-thérapie. Autre concept fondamental dans le champ des arts-thérapies et qui permettent de favoriser ce processus d'élaboration, symbolisation, c'est l'instant présent, et donc la notion de l'ici et maintenant. Enfin, et autre dernier concept, c'est évidemment la question du mouvement, de l'unité corps-psychisme, de la gestuelle, du mouvement et de l'unité corps-psychisme. Rappelons que c'est, si on considère que les arts-thérapies offrent la possibilité aux personnes accompagnées de retrouver leur autonomie à travers la création artistique, alors leur visée thérapeutique est de permettre une expression du corps, des corps, afin d'entrer dans un processus de création pour produire des gestes et des formes qui ont valeur de langage. En d'autres termes, que le langage prend racine dans le corps et que le corps est ce par quoi le langage se manifeste. Et donc, à partir du moment où il y a manifestation du langage, il est alors possible d'élaborer et de symboliser. Alors, l'art-thérapie pour élaborer et symboliser un vécu traumatique. En fait, ce qu'on peut dire en définitive, c'est que l'art-thérapie, par le jeu de la création artistique, se pose comme une voie particulièrement opérante pour faciliter le processus d'élaboration-symbolisation. Qu'elle le doit, encore une fois, à la matière artistique, au processus de création et plus largement au jeu de la création. Et en fait, elle le démontre particulièrement, et là on va prendre un exemple, dans le soin de l'état de stress post-traumatique, en complément notamment d'une psychothérapie. Et là, je renvoie aussi aux vidéos qu'on a faites sur le sujet, sur la question du soin du traumatisme et de l'état de stress post-traumatique. On sait que l'une des grandes difficultés dans le traitement de l'état de stress post-traumatique réside, on va dire, parfois même dans la difficulté, voire parfois dans l'impossibilité pour la personne psychotraumatisée d'exprimer et d'élaborer par le verbe son vécu traumatique. Or, tant que le trauma n'est pas symbolisé, la personne ne peut pas s'en détacher et le dépasser. Alors on sait maintenant, grâce aux neurosciences et aux techniques d'imagerie cérébrale, que dans le cas de troubles dissociatifs tels qu'on le retrouve dans l'état de stress post-traumatique, le langage ne permet pas de traiter tous les symptômes et que les connexions entre les deux hémisphères droit et gauche sont altérées. Et que, dans le cas de traumatisme sévère, le lien entre ce qu'on appelle le système limbique, qui est donc le siège des émotions, et le néocortex, qui est le siège du langage et de la cognition, est très souvent affecté. Et que cela s'explique plus particulièrement par le fait que l'aire de Broca dédiée à la production du langage parlé s'éteint ou se bloque. Or, on sait maintenant depuis une quinzaine d'années, des études l'ont démontré, que des patients psychotraumatisés qui avaient été exposés à des stimuli évoquant leur vécu traumatique, voyaient en fait leur consommation d'oxygène diminuer dans l'aire de Broca. Et que cette modification cérébrale entraînait un changement psychologique que certains auteurs, chercheurs, qualifient de terreur muette. Et que les personnes psychotraumatisées sont alors dans l'incapacité de pouvoir exprimer leurs émotions relatives au vécu traumatique par la parole, de verbaliser au sujet de leur expérience traumatique et conséquemment d'élaborer, symboliser. Ils ne peuvent pas. Et c'est là où toute l'art-thérapie, les art-thérapies sont particulièrement opérantes, c'est que par le processus de création, les art-thérapies en fait ne font pas appel à l'aire de Broca et permettent donc de contourner le problème du langage. Et que si la zone artistique au niveau cérébral demeure encore aujourd'hui une énigme, et que si la question de l'activité créatrice sur le plan neurobiologique est encore au stade d'hypothèse, il semble bien que le processus de création permette d'accéder aux mêmes aires sensorielles que celles qui encodent les traumatismes. Et qu'avec le processus de création et l'objet créé comme support de langage, il est alors possible d'associer des mots aux créations, de réveiller donc l'aire de Broca, de reconnecter les hémisphères gauche et droit du cerveau, et donc permettre ainsi à la personne psychotraumatisée d'exprimer, d'élaborer et de symboliser donc progressivement son vécu traumatique.
Ce qu'on peut dire, c'est que plus concrètement, en séance de thérapie, d'art-thérapie, dans le cas de traitement de personnes psychotraumatisées, le processus de symbolisation, donc d'élaboration-symbolisation, pour qu'il puisse être pleinement efficace, doit s'établir selon 3 modes, on pourrait dire indissociables, à savoir sensori-affectivo-moteur, imagé et verbal. Et là, si on s'appuie sur le travail de Serge Tisseron, du psychanalyste et psychiatre Serge Tisseron, en fait, ces 3 séries de particularités, donc sensory, affectivo-moteur, imagé et verbal, constituent, selon lui, un ensemble indissociable, chacune participant à l'appropriation psychique de son histoire pour tout être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, une personne psychotraumatisée ne peut véritablement symboliser, enfin, élaborer, symboliser son vécu traumatique que si elle entre dans ces 3 composantes-là, puisque toute expérience complexe du monde les fait intervenir. À savoir, la symbolisation sensori-affectivo-motrice a une participation sur le plan des affects aussi bien positifs que négatifs, ainsi qu'une participation sur le plan moteur. La symbolisation imagée, elle a une participation du côté de la perception de ces traces et donc des images qui leur sont liées. Enfin, la symbolisation verbale a une participation du côté du langage verbal. Donc, dans le cadre du traitement art-thérapeutique, il est donc nécessaire que les patients puissent expérimenter plusieurs médiations artistiques qui leur donnent la possibilité d'éprouver ces 3 composantes. Et que le thérapeute doit donc construire des ateliers qui offrent des dispositifs à médiation mixte ou des dispositifs avec différentes médiations qui donnent justement la possibilité aux patients psychotraumatisés d'élaborer et de symboliser à la fois sur le plan sensori-affectivo-moteur, par exemple le modelage d'argile ou la danse-expression, imagé, par exemple à travers le dessin, la peinture, le collage, et verbal, par exemple, par la dramathérapie et le psychodrame. Voilà. Donc là, c'est pour vraiment, de manière très claire, montrer comment on peut véritablement, comment les art-thérapies peuvent être particulièrement très opérantes et donc permettre d'élaborer et de symboliser un vécu traumatique. Alors, à lire sur cette deuxième et dernière vidéo consacrée au processus d'élaboration-symbolisation de Didier Anzieux, Le corps de l'œuvre, publié en 1991. Ouvrage collectif Symbolisation et processus de création, sens de l'intime et travail de l'universel dans l'art et la psychanalyse, publié en 1998. De Carl Gustav Jung, L'homme et ses symboles, publié en 2002. De Gilbert Durand, L'imagination symbolique, publié en 2015. De Donald Woods Winnicott, 2 ouvrages. Le premier, Les objets transitionnels, publié en 2010, et Jeux et réalité, publié en 2015. Enfin de moi-même, où je reprends ces différents points, dans 2 livres, L'art-thérapie ABC, publié chez Grancher en 2018, et Expression créatrice et résilience, publié chez Grancher en 2019. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo et surtout la série sur le processus d'élaboration-symbolisation, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner surtout, et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.